je vais vous présenter en fait les premiers pas, les premiers tests et les premières réalisations de mesures par couplage par ablation laser et Neptune sur des matrices carbonatées, et c'est des analyses en bore et en strontium. Je vais illustrer par les deux exemples en bore et en strontium. Donc ce travail a été effectué donc, avec Dominique Blamard du LSCE, et j'ai également travaillé en collaboration avec Éric Douville, qui est du LSCE aussi, et Caroline Assaï, qui était en stage à l'IRD l'an dernier, pour tout ce qui est comparaison avec des mesures en solution, en isotopie en bord. Et enfin, je vais vous présenter aussi beaucoup d'images en 3D qui ont été réalisées au LGEP, Laboratoire de génie électrique de Paris, par Thierry Leblanc. Alors tout d'abord, je vais vous dire un peu pourquoi on est intéressé par un système d'ablation laser au LSCE. Donc en fait, les études qu'on mène au LSCE concernent les changements climatiques passés, donc, et également l'impact de l'homme sur l'environnement, donc à plutôt court terme, jusqu'à 20 000 ans pour l'impact de l'homme. Et on étudie pour ça différents échantillons qui vont eux-mêmes enregistrer ces changements. Donc on a des carbonates, comme l'a montré l'exposé précédent, qui ont été pris dans des carottes sédimentaires. Et on a aussi des spéléothèmes qui vont enregistrer en continu lorsqu'elles vont croître dans des caves ou également aussi des dépôts de calcite qui vont croître aussi sous des canalisations, par exemple d'eau urbaine, qui peuvent aller jusqu'à 300 ans. Et donc, l'objectif d'avoir une ablation laser, c'est de pouvoir augmenter la résolution spatiale sur ces échantillons. Et quand on augmente la résolution spatiale, on augmente également la résolution temporelle, tout en essayant de garder des précisions d'analyse correctes, du genre 0,5 pour 1000 pour le delta 11 bore et 50 ppm pour les ratios de 87 sur 86 strontium. Alors voilà, notre installation, c'est un Neptune Plus qui a été installé en 2010 et qui a tourné beaucoup en solution jusqu'à présent. Et on commence à utiliser l'ablation laser depuis l'an dernier. Et donc notre système d'ablation laser, c'est un New Wave, c'est un eximère pulsé à la nanoseconde. Et donc le schéma de principe est donné ici, avec l'échantillon qui est placé dans la cellule d'ablation, le laser qui vient pulvériser la surface de l'échantillon. Les particules qui sont créées sont emportées par un gaz d'argon et d'hélium jusqu'au plasma, ici, qui sont ionisés. Les particules sont ionisées et sont introduites dans le multicollecteur. Donc on mesure simultanément les isotopes du bore, donc le 10 bore et le 11 bore à l'extérieur. Et pour les manips en strontium, on mesure également les 4 isotopes du strontium, plus les interférents qui sont le krypton et le rubidium. Alors aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter un peu les optimisations des réglages machines. On débutait en fait dans ce type d'analyse, et donc on se posait beaucoup de questions, et je vais essayer d'apporter quelques réponses là-dessus, sur ces points. Et enfin aussi vous montrer un peu les traitements du signal qu'on effectue sur toutes les données qui sortent en fait du laboratoire. Et enfin, je vous présenterai un exemple d'application sur un Porites. Donc cet échantillon a fait l'objet d'un stage avec Caroline Assaï. Voilà. Alors, tout d'abord, pour les réglages machines, on a 2 machines, donc on a 2 fois plus de paramètres. Et donc j'ai essayé de simplifier un peu ces 3 présentations, ces 3 études, en m'intéressant d'abord à la caractérisation des cratères. Donc le diamètre, la fréquence et la vitesse de raster vont être les paramètres clés pour la caractérisation des cratères. Alors je vais tout de suite passer là-dessus. Donc toutes les images 3D là, ont été réalisées au profilomètre optique, au LGEP. Et dans un premier temps, on a voulu vérifier la forme des cratères, tout d'abord. Donc pour ce que j'appelle les spots, c'est lorsque le
l'échantillon reste sur place en dessous du laser, donc ça forme un cylindre, c'est ce qu'on a vérifié. Et pour les rasters, l'échantillon va bouger sous le faisceau laser. Dans ce cas-là, ça va faire une traînée. Et donc, on a vérifié la forme donc, en coupe transverse en rouge ici. On a une forme demi-ellipsoïde. Et en coupe axiale, le long ici, on a une profondeur qui va décroître linéairement, qui va être stable au fond du cratère et qui va croître linéairement en fin de cratère. Donc voilà ce que ça donnait en 3D. Ensuite, on a voulu s'intéresser à la profondeur en mesurant donc, pour tout un ensemble de cratères et de rasters avec des paramètres différents de diamètre, de vitesse de raster et de temps d'exposition. On a essayé de mesurer pour chaque cratère la profondeur. On a pu en déduire, ici en abscisse, on a le nombre de tirs cumulés, c'est-à-dire pour la profondeur, ça correspond à la fréquence fois le temps d'exposition. Et pour les rasters, ça correspondait en fait à la fréquence fois le diamètre divisé par la vitesse. Plus on a un raster qui va être lent et plus on va creuser profond. Et donc on en a déduit une relation entre le nombre de tirs cumulés et la profondeur qu'on avait mesurée. Et donc ce coefficient directeur ici, de 0,062, nous a permis de dire qu'on a blatté environ 62 nanomètres par tir. Donc ça nous renseignait sur le volume à blatter. Ensuite, on s'est intéressé à l'optimisation du gaz de couplage pour optimiser la sensibilité. Et on s'est dit, en fait, lorsqu'on optimise le gaz de couplage, qui est l'hélium plus l'argon, est-ce qu'on a en même temps un maximum de sensibilité et une isotopie qui est juste? Et c'est ce qu'on a fait ici. Donc là, ce graphe en 2D, ici, on a en abscisse le gaz d'argon qu'on a fait varier et en ordonnée le gaz d'hélium. Et ici, chaque point correspond à un raster qu'on a réalisé sur un échantillon avec pour tous les points le même diamètre, la même fréquence et la même vitesse. Et donc pour chaque point, on a obtenu une sensibilité, c'est-à-dire un voltage sur le 88 strontium, et une isotopie 86 sur 87. L'inverse, pardon, 87 sur 86. Et donc on a pu observer, ici j'ai reporté tous les points, l'ensemble de ces points ici, je les ai reportés sur ces graphes-là, avec en abscisse cette fois-ci la somme des deux gaz, hélium plus argon. Et on voit que lorsque la somme des deux gaz est environ égale à 2, on a un maximum de signal et un maximum pour l'isotopie qui correspond à la valeur attendue. Alors ici, on avait deux exemples, c'était en strontium, une valeur attendue pour un otolithe qui est récent, donc c'est un carbonate de poisson. Et on se rapproche de la valeur de l'eau de mer. Et ici, on se rapproche de la valeur qu'on avait mesurée en solution avant pour un corail ancien qui datait du Triasique. Et donc, en revenant sur le graphe précédent, on s'aperçoit qu'on avait une zone optimale de réglage ici qui correspondait à l'optimisation du signal et de l'isotopie. Donc, ici, on a optimisé un peu la sensibilité machine avec le gaz de couplage. On sait quel volume on a ablaté. Et donc, on a pu calculer un rendement global d'ionisation. Alors, ce que j'appelle rendement global, c'est le ratio entre le nombre d'ions qui arrivent sur le détecteur et le nombre d'atomes qui a été ablaté. Pour ça, on avait un standard, enfin, un échantillon dont on connaissait la quantité de strontium. On sait quel volume on a ablaté sur cet échantillon. Et ici, au niveau du signal, on sait dans quelle résistance on a fait passer le courant. Donc on en déduit le courant d'ions qu'il y avait dans la machine et le nombre d'ions qui est arrivé sur le détecteur pendant les 26 secondes ici. Les 360 secondes, pardon, ou 97, excusez-moi. Et donc, quand on fait le ratio nombre d'ions arrivés sur nombre de strontium ablaté, on a quelque chose qui est relativement faible, de l'ordre du pour 1000. Donc ça, c'était dans des conditions plutôt défavorables. On avait un Neptune qui n'était pas encore upgradé en Neptune+. Et là, maintenant, on doit arriver à 3 pour 1000 à peu près.
Maintenant, je vais m'intéresser à la troisième étude. C'était de regarder l'effet de la profondeur d'ablation sur la sensibilité et sur l'isotopie. Et donc pour ça, c'était ces deux paramètres, la profondeur, mais un effet indirect, c'est la focalisation, puisque lorsqu'on va ablater en profondeur, on va défocaliser notre faisceau laser. Et donc on voulait voir aussi l'effet de la focalisation sur la sensibilité et l'isotopie. Donc pour commencer, on s'est dit que la sensibilité, elle était liée à la quantité de matière. Donc pour augmenter la sensibilité, on peut augmenter la surface d'ablation, proportionnelle au diamètre au carré. Mais dans ce cas-là, on va détériorer la résolution spatiale. Donc la deuxième solution, c'est d'augmenter la fréquence. Mais dans ce cas-là, on va augmenter la profondeur d'ablation. Alors pour certains éléments comme le strontium, ce n'était pas gênant, parce qu'on n'avait pas une baisse très significative en fonction de la profondeur d'ablation. Par contre, pour le bore, c'était beaucoup plus gênant, puisqu'on perdait très rapidement, en fonction de la profondeur, on perd le signal. Donc ici, j'ai représenté en abscisse le nombre de tirs cumulés, donc à savoir 60 nanomètres par tir. Ici, j'ai fait 3 spots, ici, à 15 Hz, à 10 Hz, et j'ai normalisé le signal 11 bords, ici, par la fréquence. Donc j'ai divisé mon signal par la fréquence, donc par 15 pour le signal à 15 Hz, par 10 pour le 10 Hz, et divisé également par la surface. Et je m'aperçois qu'ici les courbes sont bien superposées, donc c'était une expérience qui était reproductible. Par contre, on perd beaucoup en sensibilité quand on creuse en profondeur, donc on s'est dit qu'il vaut mieux ne pas trop creuser et travailler plutôt en raster. Comme ça, quand on augmente la fréquence et le signal et la vitesse de raster, quand on augmente la fréquence et la vitesse du raster, on ne va pas augmenter le nombre de tirs cumulés. Dans ce cas-là, on va rester plutôt dans ces valeurs élevées en volts. Et donc, dans ce cas-là, on a des rasters. Donc, tous ces points-là correspondent à des rasters différents, aussi avec des paramètres multiples, en fréquence, en diamètre. Et on s'aperçoit qu'on commence à perdre beaucoup de signal quand on dépasse 300 tirs cumulés. Ça correspond environ à 18 micromètres. Donc ça, c'est valable, bien sûr, pour des carbonates et à une énergie donnée. On a fait quelques tests en énergie, mais pour cette présentation-là, j'ai pas eu le temps de les insérer. Donc maintenant, pour l'isotopie, on a une très forte perte de signal et on a mesuré une très forte perte de ratio également. Enfin, le ratio 11 bords sur 10 bords décroît très fortement également avec l'intensité. On s'est dit, on a deux phénomènes. Soit cette décroissance est liée au blanc, au signal sur blanc qui va décroître ici lorsque le signal décroît. Ou alors, ça peut être aussi un phénomène de fractionnement isotopique lié à la profondeur. Et on s'est rendu compte en fait qu'en soustrayant le blanc mesuré, donc on voit ici pour les 3 courbes, donc c'est les 3 points ici, on a plus de décroissance en fait du ratio. Et pour les points également en raster, qui étaient ici, on n'avait pas de décroissance. Et du coup, on s'aperçoit que la soustraction de blanc est très importante, surtout quand les signaux vont commencer à décroître. Et on ne peut pas empêcher par contre la dispersion des données ici, la précision quand on a de trop faibles intensités décroît vraiment, enfin l'imprécision croît beaucoup avec la diminution du signal. Voilà. Et le troisième point ici, c'était la focalisation en fonction de la sensibilité et de l'isotopie. On a fait des tests en strontium et en bore, où chaque fois on a fait le même protocole, c'est-à-dire qu'on est parti ici sur des rasters assez longs, avec le point de départ focalisé et le point d'arrivée défocalisé à 1 mm. Donc on a augmenté la défocalisation, puisque généralement quand on fait des rasters, on dépasse rarement les 100 ou 200 micromètres. Et ici, on a fait pareil pour le bord, sauf qu'on est parti de moins 0,5 à plus 0,5 en défocalisation. Et ici, on était focalisé au milieu. Donc on voit que le signal va décroître de 40% environ par millimètre. Mais par contre, ici, on a en isotopie,
on est stable durant toute la défocalisation. Donc ça, c'était plutôt rassurant. On sait qu'avec la profondeur, on va perdre en signal, mais que ce n'est pas du fractionnement lié à la profondeur, c'est juste qu'on perd du signal sur blanc, et on sait qu'on ne va pas avoir d'influence sur la défocalisation. Donc maintenant, je vais passer à l'optimisation du traitement du signal. Donc ici, on a un exemple. Alors au LSE, on a décidé de travailler en lançant une grande méthode qui va durer 3 heures, et on va faire toutes nos ablations pendant cette méthode. Donc à la fin, on aura un gros fichier avec toutes les données. Donc ici, vous pouvez voir, vers 0, c'est la mesure du blanc, qui va durer environ 50 secondes. Ici, on a les mesures des standards, et ici, on a les mesures des échantillons. Et donc, on alterne standard, échantillon, pour pouvoir suivre la dérive machine, et pour pouvoir retrancher aussi le blanc. On mesure le blanc avant chaque ablation. Et donc le fichier de traitement qu'on a mis en place, il permet d'intégrer ce fichier-là des signaux bruts. Il permet d'intégrer aussi les fichiers du laser qui concernent en fait toutes les positions des cratères. Et donc ces deux fichiers-là vont nous permettre de géoréférencer le signal, c'est-à-dire qu'à chaque point, on va pouvoir assigner une position X, Y, Z. Il va nous permettre également de faire tous les traitements du signal du type soustraction de blanc, dérive machine, et de calculer également les ratios en delta en prenant en compte la dérive machine. Alors, je voulais faire une parenthèse sur la soustraction du blanc, puisqu'on a vu que c'était très déterminant lorsqu'on perd du signal. Le blanc, en fait, le blanc du bord, c'est le blanc machine qui est mesuré avant l'ablation quand le shutter est encore fermé. Et on voit qu'on a pu observer 4 contributions du blanc. Celle qui part le plus facilement, c'est le bord qui reste de la précédente ablation, qui va partir au bout de 4 secondes. On n'aura plus beaucoup d'effet du bord d'avant. Ensuite, on a une présence aussi du blanc lorsqu'on ouvre les échantillons, en fait, pour pouvoir placer les échantillons, et qu'on referme. On fait un flush une trentaine de fois de la cellule d'ablation, et on s'aperçoit que le blanc, juste après, il est encore élevé, genre à 3 millivolts, et il faut attendre quelques heures pour que ça descende à 2 ou 1 millivolt. Donc celui-là, il est important à soustraire, puisqu'on va commencer assez rapidement les mesures une fois qu'on a mis en place les échantillons. Ensuite, on a un effet local. On a observé un effet local, c'est-à-dire qu'on a du bord qu'on peut mesurer au-dessus. En fait, lorsqu'on place la cellule au-dessus d'un échantillon ou au-dessus d'un autre, on n'aura pas le même blanc mesuré, et ça peut varier de 50% d'une place à l'autre. Donc là aussi, c'est un blanc qui va être important à bien mesurer. Et enfin, on a l'interférence d'argon 4+, qui est mesurée uniquement sur le 10 bord et qui a un offset permanent. Et pour ça, juste pour illustrer l'effet de l'argon 4+, donc ici j'ai représenté le spectromètre de masse, enfin un spectre en masse. Alors quand on mesure le bord, on va se placer ici. On mesure le 11 et le 10 bord simultanément. Et l'argon 4+, se trouve juste avant le 10 bord. Et donc on a un petit effet de l'argon 4+, sur le 10 bord. Et donc, quand le signal va décroître, ici, cet offset-là, de l'argon 4+, va rester permanent. Et donc, le ratio 11 bords sur 10 bords va décroître au fur et à mesure que le blanc va s'améliorer. Et c'est ce qu'on observe ici. Alors là, chaque point correspond à un blanc qui a été mesuré avant une mesure quelconque, depuis le début les débuts des mesures par ablation laser. Et donc là, on s'aperçoit bien de cette décroissance-là. Et maintenant, quand on passe en moyenne résolution, on a fait des tests en moyenne résolution, ça aura pour effet de mieux séparer l'argon 4+, et le 10 bord. Et donc l'offset dû à l'argon 4+, sur le 10 bord va être plus petit. Donc cette fois-ci, ça se traduit par la courbe en bleu ici. La courbe en bleu va être décalée par rapport à la première, à droite. C'est-à-dire que pour une valeur donnée de blanc, on va avoir un ratio qui est plus grand, puisque le 11 bords sur 10 bords, généralement qu'on mesure, il est de l'ordre de 4. Si l'offset est plus petit et qu'on baisse le signal, on aura un ratio du blanc qui sera plus proche
de ce qu'on va mesurer. Donc c'est intéressant de soustraire un ratio qui est plus proche de celui qu'on mesure. Et le deuxième effet, c'est aussi de décaler la courbe bleue vers le bas. Et ça, c'est dû en fait au fait que quand on ferme les fentes d'entrée pour améliorer la résolution, on diminue la transmission. Et du coup, on perd, ici, nous, on perd la moitié du signal. Et donc, si on veut retrouver le signal d'avant, si on veut conserver un rapport signal sur bruit, on peut aussi augmenter le signal en augmentant le taux d'ablation. Mais seulement, il faut faire attention cette fois-ci à l'encrassage des cônes. Donc là, on a un exemple du cône après l'utilisation justement en moyenne résolution. On voit qu'au bout de 7 heures, on pollue, on commence à boucher le bord du cône ici. Donc là, c'était avant utilisation, après utilisation de 7 heures environ. Et puis après rinçage, enfin après nettoyage, on n'a pas tout à fait le cône comme avant. Oui. D'accord. Donc maintenant, l'optimisation du traitement du signal. Le fichier que je vous ai montré tout à l'heure, qui fait le traitement du signal, permet de faire 3 types de traitements pour la dérive machine. Un traitement linéaire, dans ce cas de figure, ici, on va faire un traitement linéaire pour traiter le signal. C'est souvent en début d'ablation où la machine est en train de chauffer ou les cônes de s'encrasser. Ensuite, on a une période stable, mais il se peut qu'on ait aussi des variations autour de cette régression linéaire. Donc, dans ce cas de figure, on va plutôt choisir une correction linéaire par morceau, c'est-à-dire on va corriger par rapport aux 2 points, on va encadrer par rapport aux 2 points avant et après échantillon. Et le troisième cas, c'est une correction moyenne où on va prendre la moyenne des points. Ça, c'est lorsqu'on a un écart type entre les standards qui est vraiment très faible et l'écart type par rapport à la droite de régression qui est également faible. Donc il faut... ici, pour l'instant, nous, on travaille avec ces standards-là, le NIST 610, 612, des standards aussi que nous ont pastillé l'IRD à Bondy. Donc c'est le JCT, le JCP. Et le WP22, c'est un standard qu'on est en train d'étudier, qui a été utilisé en SIMS. Donc l'exemple d'application, c'est un PORI-test qui nous a été fourni par l'IRD, Claire Lazarette, et donc qui a été étudié en isotopie, en solution, par Caroline Assailly. Donc c'est un PORI-test qui vient de Nouvelle-Calédonie, qui pousse un peu comme des cernes d'arbres ici, avec à droite, là c'est le plus récent, et ici c'est le plus vieux. Et quand on fait un zoom là sur l'état de surface, on voit qu'on a une surface très poreuse, où il y a plus de trous que de matière. Et donc on a voulu essayer de voir l'effet d'un raster sur cet état de surface là. Et donc ça, c'est les résultats d'isotopie du bord que j'ai remis ici. Donc pour faire l'isotopie du bord par solution, Caroline a échantillonné tous les 2 mm là, sur cette partie-là du corail. Et ça a donné cette courbe-là en vert où on voit une évolution temporelle et le début d'une autre. Et dans ce on a voulu observer la même chose au laser. Donc on a fait ces 2 tirs-là en bleu et en rouge. Donc on voit qu'on était reproductible et qu'on avait une synchronisation par rapport au signal en solution. Par contre, on a vu une différence d'amplitude de variation. Donc là, on avait 2 pour 1000 d'amplitude de variation pour le signal vert, alors que pour les courbes rouges et bleues, ici, on a plutôt une amplitude de 4 pour 1000. Alors on a expliqué ça par le fait qu'en fait, quand on prélève ici, on prélève sur 5 mm, alors que nous, quand on ablate sur 18 micromètres ou 20 micromètres. Donc ici, on moyenne beaucoup plus les données. Ensuite, on a fait une dernière trace ici, beaucoup plus longue. Et on s'est aperçu ici que le taux de croissance du corail augmente beaucoup. Et en fait, ce que je ne vous avais pas dit, c'est que ici, le corail, il a été mis en culture. Ici, on a un trait à la lizarine, ici. Et c'est à partir du moment où le corail a été mis en culture. Et donc, on s'aperçoit que le fait de l'avoir mis en culture, ça a augmenté son taux de calcification. Enfin, son taux de croissance, en tout cas, a augmenté en fin de vie.
Donc voilà pour les premiers résultats, les premiers tests, les premiers résultats. Et maintenant, ce qu'on souhaiterait continuer, c'est d'améliorer la justesse des ratios. Euh, Parce que pour l'instant, les quatre standards que je vous ai montrés tout à l'heure, on a des disparités dans ces standards, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas exactement. On a des problèmes de justesse en fait sur ces standards-là, et on pense que c'est des effets de matrice, et on voudrait comprendre un peu comment ça marche ça. Et on souhaite aussi développer des mesures sur des nouveaux supports, les carbonates à faible concentration, comme les foraminifères, ici, on a un foraminifère. Donc on a déjà fait des tests sur des petits foraminifères, ici un Wüllestorfi. Et on a également des plus grands foraminifères qui font peut-être 8 mm de diamètre, où on a déjà fait des tests dessus. Et on a fait également des tests en strontium sur des spéléothèmes, sur des dépôts de calcite, et qui sont plutôt encourageants. Voilà. Merci pour votre attention et merci à l'organisation.